À chaque élection, ils reviennent, toujours plus nombreux, toujours plus discutés, toujours plus critiqués, ils sont partout, à la télé, dans les journaux. Ils sont sur les réseaux sociaux. Il s'agit bien évidemment des sondages. Cette année, on en est particulièrement abreuvé, avec près d'une dizaine qui paraissent chaque semaine, et il est presque certain que cette année encore, ils seront critiqués, car la plupart ne donneront pas les tendances exactes. On fera alors de grands débats sur le sujet, faut-il arrêter les sondages, et il est encore plus certain qu'ils réapparaîtront encore plus nombreux à la prochaine élection. C'est donc l'occasion pour nous de revenir sur ce sujet, de comprendre ce que sont les sondages, comment ils sont effectués, et de savoir si l'on peut vraiment s'y fier ou pas. Pour commencer par le commencement, un sondage c'est un outil et une méthode statistique permettant de quantifier l'opinion de la population sur un sujet ou une thématique. En France, cet outil s'est popularisé à partir de 1965, quand l'Institut IFOP a prouvé sa crédibilité en signalant la chute de popularité du général de Gaulle, alors particulièrement confiant durant la campagne pour l'élection présidentielle. Le but d'un sondage est de refléter au maximum l'opinion d'une population. Mais comme il est impossible ou en tout cas très coûteux de questionner l'ensemble de la population, ce qu'on appelle un recensement, les sondeurs vont questionner un échantillon de personnes à partir duquel ils vont pouvoir déduire l'opinion générale. Afin d'arriver à ce résultat, il faut que ce petit groupe de personnes ait une opinion un maximum représentative de l'opinion générale. Pour ce faire, il existe deux méthodes principales de sondage. La méthode probabiliste, qui consiste à sélectionner au hasard les personnes qui seront sondées, et la méthode des quotas, qui elle consiste à avoir un échantillon le plus représentatif sociologiquement de la population. C'est-à-dire de respecter le pourcentage des âges, des sexes, des catégories socio-professionnelles et de la répartition géographique. Par exemple, si l'on sait qu'il y a environ 52% de femmes en France, on va faire en sorte qu'il y ait la même proportion de femmes dans l'échantillon choisi. En règle générale, il est convenu que la méthode probabiliste, sélectionnant donc les sondés au hasard, est plus fiable que la méthode des quotas. Car si cette dernière a fait ses preuves, elle n'en demeure pas moins assez complexe à réaliser. L'idée est que l'échantillon soit le plus représentatif de la population, mais tout en utilisant le moins de critères possibles pour ne pas complexifier inutilement l'échantillon, et donc le fausser. Pour cette raison, les sondeurs vont se concentrer sur les facteurs influençant le plus l'opinion d'une personne, à savoir son niveau de revenu, d'études et sa profession, son âge, son sexe et la zone géographique qu'il habite. Cependant, certaines catégories de la population sont difficiles à atteindre. On sait par exemple que les sans-abri et les personnes isolées comme les sans-emploi répondent très peu aux enquêtes d'opinion. C'est pourquoi, une fois que les données sont recueillies, les sondeurs vont effectuer ce qu'on appelle un redressement pour adapter les résultats en fonction des catégories sous-représentées ou parfois surreprésentées. Un argument que l'on entend souvent contre les sondages est relatif à la taille de l'échantillon. La plupart des sondages vont interroger un échantillon de 1000 à 2000 personnes environ, et ce chiffre peut être vu comme particulièrement petit par rapport à une population française d'environ 66 millions de personnes. Mais en réalité, la taille de l'échantillon la plus convenue étant d'environ justement 1000 personnes, qui est vue comme un bon compromis entre fiabilité et coût. Car bien évidemment, plus on va interroger de personnes, plus le sondage vous coûtera cher à réaliser, et la taille de l'échantillon importe peu, tant qu'il est suffisamment représentatif de la population. À partir de 1000 sondés, vous commencez à avoir assez de personnes pour assurer une bonne représentativité. Ainsi, ce chiffre est vu comme un bon compromis, que ce soit pour la France, comme un pays de 600 000 habitants, comme le Luxembourg. Bien évidemment, plus vous allez sonder de personnes, plus votre marge d'erreur sera faible. La marge d'erreur, c'est l'écart probable entre les résultats du sondage et ceux que l'on obtiendrait si l'on refaisait le même sondage. C'est là un facteur clé à regarder à chaque fois que l'on consulte une enquête d'opinion, car il peut changer toute l'interprétation des résultats. Souvent affiché en début de publication, il est présenté sous cette forme de tableau. Ici par exemple, il s'agit d'un sondage de Harris Interactive qui montre que pour les 2000 personnes qu'ils ont interviewées, la marge d'erreur varie entre 1 et 2,3% en fonction des résultats. Ainsi, si l'on prend un candidat crédité à 5% comme Christiane Taubira, la marge d'erreur est d'1 point de pourcent. Donc en réalité, Taubira se situe entre 4 et 6% d'intention de vote. Pour Emmanuel Macron, qui est donné aux alentours de 24%, son résultat se situerait plus ou moins entre 22 et 26%. Cette marge d'erreur relativise assez la lecture des résultats. Alors que pour ces derniers, les commentaires politiques tournent souvent autour de la course à droite entre Le Pen, Pécresse et Zemmour, où chaque point gagné est perdu est vu comme une chute ou une montée. La lecture par la marge d'erreur nous apprend simplement qu'il se situe plus ou moins dans la même tranche de résultats. Ainsi, quand vous entendrez que tel ou tel candidat a perdu ou gagné 1 point dans les sondages, vous pouvez simplement en déduire que rien n'a vraiment bougé. Si par contre, ce candidat gagne 1 point chaque semaine, là,
les résultats décrivent une dynamique réelle. Cette marge d'erreur est d'autant plus importante à prendre en compte quand les instituts vont faire des sondages dans les sondages. Par exemple, si l'Institut ELAB a fait un sondage avec un échantillon de 1000 personnes portant sur le nucléaire, dans le détail de cette enquête, on peut voir que 52% des sympathisants du PS pensent que l'énergie nucléaire a de l'avenir. La marge d'erreur normalement pour 1000 personnes sondées est de 3,1 points, 2%. Sauf qu'ici, il s'agit d'une partie seulement de l'échantillon qui est sympathisant du PS. On peut même stipuler qu'il ne s'agit que de 100 personnes. Donc dans ce cas, la marge d'erreur est en réalité de 10,2%, ce qui veut dire que ce ne sont pas 52% de sympathisants PS qui ont cette opinion, mais entre 42 et 62%. Cette partie du sondage n'a donc en réalité aucune valeur. Mais bon, ils ne vont pas se priver de la publier tout en marquant en bas de page qu'il faut les interpréter avec prudence, synonyme de jeter à la poubelle. Autre élément qui va influencer le sondage est la façon de récolter l'opinion. Et on en distingue 3, avec tout d'abord la plus fiable, qui est l'entretien face à face. Cette méthode consiste simplement à ce que l'enquêteur pose en personne les questions au sondé, et sa fiabilité vient du fait que l'enquêteur a davantage les moyens pour expliquer chaque question, la détailler, et faire en sorte que les personnes interrogées comprennent le mieux la situation. Le point faible de cette méthode est que si vous envoyez votre enquêteur uniquement dans la rue en bas de l'institut de sondage, les opinions qu'il va recueillir ne seront pas suffisamment représentatives de la population. L'idéal est d'avoir plusieurs enquêteurs répartis dans des zones assez différentes les unes des autres. C'est cette méthode qui est utilisée pour établir des sondages des sorties des urnes, le jour d'une élection, qui sont aujourd'hui encore les sondages les plus fiables. D'autant plus que les personnes interrogées sont choisies au hasard. La deuxième façon d'interroger les gens est celle de l'entretien téléphonique, plus fiable que la troisième méthode, qui est celle du sondage internet possédant de nombreux biais. Le sondé, décidant seul derrière son écran, aura tendance à adopter une opinion plus tranchée qu'il n'a réellement, et aura aussi plus de chances de se lasser des questions et donc d'y répondre trop rapidement. De plus, il y a toujours une grande fracture numérique en Europe, avec pour exemple en France 14% de la population qui ne possède pas de connexion internet, et 22% ne possédant pas d'ordinateur à domicile, sans compter tous ceux qui possèdent la technologie mais ne sont pas à l'aise avec. Et enfin, les personnes répondant à ces sondages sur internet ont tendance à être plus politisées ou plus impliquées de la vie publique que la moyenne de la population. Ce qui fait qu'automatiquement, l'échantillon du sondage ne sera pas le plus représentatif possible. De plus, les questions elles aussi doivent respecter certaines règles pour ne pas fausser les résultats. Elles ne doivent pas comprendre de termes trop compliqués dont le sens échapperait à certaines personnes, mais les termes trop simples sont à éviter également dans le risque qu'ils puissent être ambigus. Il faut également éviter les négations dans les phrases qui peuvent porter à confusion. Si l'on propose une phrase telle que « Pour vous, la peine de mort n'est pas une bonne peine à appliquer », vous pouvez être certain que beaucoup de personnes sondées vont hésiter à répondre « oui » à cette question « Pour qui la peine de mort est une bonne peine ?» alors que pour les sondeurs, la réponse sera considérée comme « oui ». Ce n'est pas une bonne peine. De plus, il faut éviter de proposer des réponses oui et non aux sondés, car les études montrent que, qu'importe la question, les gens auront toujours plus tendance à répondre par l'affirmative à une question que par la négative. Ainsi, il vaut mieux proposer des choix de réponses comme d'accord ou en désaccord, ou une échelle d'accord allant de 0 à 5 ou 10. Autre information à savoir, c'est que les instituts de sondage communiquent entre eux. Si une augmentation par exemple se constate sur un parti politique, disons d'extrême droite, le directeur du sondage, se rendant compte de ce nouveau phénomène, va contacter son collègue pour savoir s'ils ont le même constat sur ce terrain. Cette façon de faire explique que les instituts de sondage définissent des fourchettes de résultats entre eux. Et c'est pour cette raison que la France a mis en place une commission de sondage dirigée par des universitaires et des juristes de Conseil d'État français et qui sont chargés de vérifier la méthodologie et la fiabilité des résultats. Tous ces grands principes sont loin d'être toujours respectés. Et c'est donc au lecteur du sondage à faire très attention à tous les points que nous venons de mentionner, pour être certain que l'enquête qu'il lise soit fiable et sinon relativisée sur les résultats qu'elle donne. Mais il faut l'admettre, la plupart du temps, les plus gros problèmes des sondages ne sont pas les sondages en eux-mêmes, mais les interprétations qui en sont faites par les commentateurs et journalistes. Il faut bien comprendre que commander un sondage, même s'ils sont devenus plus abordables avec le temps et les nouvelles technologies, coûte particulièrement cher, allant de 5 000 à 10 ou 20 000 euros en fonction du nombre de questions, de l'échantillon ou d'autres facteurs. Il faut donc le rentabiliser, soit en le surexploitant par de nombreux articles de journaux,
ou en faisant des éditions spéciales qui n'ont pas forcément lieu d'être, soit en faisant une analyse au pire frauduleuse, au mieux putaclic et racoleuse, pour le vendre un maximum. Un des meilleurs cas d'école est celui de Libération, qui durant la campagne présidentielle de 2012 publia cette une signalant que 30% des Français n'excluraient pas de voter pour Marine Le Pen. Pourtant, quand on regarde l'enquête, les résultats sont tout autres. 68% disent qu'ils ne voteraient certainement pas pour Le Pen, 12% probablement pas, 10% disent qu'ils voteraient probablement pour elle, et 8% en sont certains. Normalement, n'importe qui publierait ce sondage ferait l'analyse simple que 18% des Français sont prêts à voter pour Marine Le Pen, mais ici, Libération joue sur les mots pour y inclure les 12% de non, probablement pas. Le rédacteur en chef de l'époque, Nicolas Demorand, aujourd'hui présentateur à France Inter, se justifia étrangement de ces 30% de Français qui n'excluraient pas de voter Le Pen. Qui n'exclurait pas. Ça veut dire, bon là, les Français disent, alors un Français sur 3 qui n'exclurait va pas, voter Le Pen, quoi. Est-ce que vous non, qui n'exclurait pas. Qui n'exclurait pas. Qui n'exclurait pas, il y a une faute d'orthographe d'ailleurs. En plus. En plus, ouais, qui n'exclurait pas. Ouais. Vous voteriez, vous, pour Marine Le Pen? Pour Marine Le Pen? Ouais. Non, pas particulièrement. Mais enfin... pas particulièrement ou pas du tout? Probablement pas. Ouais. Ah, probablement pas. Probablement pas. Bah, probablement pas, c'est différent que certainement pas. Ouais. Donc vous m'incluez dans les gens qui vont peut-être voter pour elle. Ah, peut-être, ouais. Donc c'est de la manipulation. Non, c'est pas de la manipulation. Moi, posez-moi la question. Posez-moi la question. Est-ce que vous allez voter pour Marine Le Pen? Jamais. D'accord. Jamais. Bah, c'est très bien, mais... Jamais. Mais c'est très bien pour vous. Jamais. D'accord. Jamais. Moi, je suis pas dans les 30% là. Le problème ici de Libération est évidemment qu'ils analysent leurs sondages avec un biais normatif particulièrement fort. Or, on sait bien que ça ne fonctionne pas comme ça. Le but de ce sondage est normalement de calculer le potentiel électoral de Le Pen pour la présidentielle de 2012, que l'on peut simplement calculer par l'addition des réponses positives, donnant 18%. Son résultat à l'élection sera d'ailleurs assez proche avec 17,9%. Mais dans l'imaginaire de Libération, toute personne qui ne refuserait pas catégoriquement quoi qu'il se passe de voter Le Pen est un potentiel lepéniste. Remarquons qu'à ce niveau de mauvaise foi, on n'aurait pas été plus étonné s'ils y avaient ajouté les 2% qui ne se prononcent pas. Parfois, les sondages en général ont mauvaise réputation car ils pâtissent pour d'autres. Par exemple, durant l'élection présidentielle de 2017, les sondages ont été particulièrement critiqués, alors qu'en général, ils avaient assez bien cerné les tendances dans les intentions de vote. Leur seule erreur fut de publier des enquêtes d'opinion sur les primaires au sein du Parti socialiste et des Républicains, pour lesquelles ils n'avaient pas vu venir la victoire de Benoît Hamon et de François Fillon. La raison de cet échec est très simple, les sondeurs ne connaissaient pas la population qui comptait voter à ces élections. Pour une élection de base comme la présidentielle, il suffit aux sondeurs de prendre un échantillon représentatif de la population française inscrite sur les listes électorales pour avoir une idée des intentions de vote. Mais pour des élections primaires, c'est bien plus difficile car en réalité, on n'a aucune idée de qui ira voter chez les LR ou au PS. On n'a donc aucune idée de la population et il est donc impossible d'établir un échantillon fiable. En 2021, durant la primaire fermée, toujours chez les LR, les instituts ont retenu leurs erreurs pour la plupart et n'ont pas diffusé de sondage, à l'exception près d'IFOP et d'Ipsos, qui s'y risquèrent quand même et sans surprise se trompèrent lamentablement. La raison de cet échec est toujours la même. Pour réaliser une enquête sur une élection primaire à laquelle on ignore qui seront précisément les votants, ni comment les trouver, ces instituts ont décidé de sonder soit les sympathisants de droite, regroupant donc des électeurs bien au-delà des simples républicains, soit de sonder un échantillon représentatif de l'ensemble des Français, toutes tendances politiques confondues. Rien d'étonnant donc à ce que les données qui sortent de ces pseudo-sondages soient aussi éloignées des véritables résultats de l'élection. Alors à la grande question, faut-il se méfier des sondages? La réponse est bien évidemment oui, car il faut adopter un regard critique sur toutes les informations quelles qu'elles soient. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut les rejeter en bloc. Toute enquête peut être utile, intéressante et refléter une part de l'opinion publique, mais pour cela, il faut en toutes circonstances vérifier la fiabilité, analyser la méthodologie et se méfier des interprétations qui en sont faites. Lisez. À l'époque, lisez, vous aviez... Lisez, ouais. Libération n'avait... Lisez. Sans oublier également, et on ne le répétera jamais assez, que les sondages ne sont pas des prédictions, mais comme on le dit, des photographies de l'opinion à un instant T, et certaines photographies sont plus nettes que d'autres. On espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager la vidéo pour qu'elle soit utile au plus grand nombre. Merci à tous, et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos sur le Rudius.